Pour la première fois, je crois que la SFEN ne l'avait jamais fait jusqu'à présent. Donc la SFEN a commissionné une étude sur ce que pensait la société civile de l'extension de durée d'exploitation des centrales nucléaires. Donc Ipsos nous a proposé une méthodologie très intéressante. Je laisse Régis vous la présenter. Merci. Bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter les principaux résultats de cette étude, alors qui, je précise, est une étude qualitative. Je ne sais pas si vous êtes très habitués à ce genre de méthode. Le principe d'une étude qualitative, c'est qu'on rencontre peu de gens, mais on les rencontre pendant longtemps. Et on les fait parler pour bien comprendre, en fait, ce qu'ils connaissent, ce qu'ils ne connaissent pas, ce qu'ils comprennent, ce qu'ils ne comprennent pas, et toutes les questions qui peuvent bien se poser. Donc, le but de cette étude, c'était de faire un état des lieux du grand public, du très grand public, hein, c'est-à-dire des gens qui connaissent rien, a priori, ou peu de choses au nucléaire, et de leur demander un peu leur opinion sur ce qu'ils pensaient de ce débat sur la prolongation des centrales. On a procédé en fait en 3 temps. Dans un premier temps, donc, on est allé interroger 20 personnes pendant 1h30, donc en individuel. Ils ne savaient pas de quoi on allait parler, donc c'était pour vraiment recueillir leur opinion, leur connaissance sur ce sujet, qui est la prolongation des centrales, qui n'est pas un sujet majeur dans la société française. Hein. Donc pour bien comprendre en fait ce qu'ils en comprenaient, justement, ce qu'ils en pensaient et quelle était leur opinion a priori sur le sujet. On leur a ensuite laissé à chacun un petit dossier de presse où ils avaient des arguments pour et des arguments contre. Donc là, chez eux, ils pouvaient commencer à se construire un petit peu une opinion un petit peu argumentée, un peu informée. Et puis, dans un 3e temps, on les a réunis pendant une journée, là c'était fin février, on les a réunis pendant une journée où on a refait un état des lieux avec eux de ce qu'ils avaient compris du débat. Et ensuite sont venus, pendant cette journée, 3 experts. Un expert de la SN, un expert d'EDF et un président d'une ONG. Donc vous imaginez, a priori, pas très favorable à tout ça. Pour un peu permettre aux gens d'avoir des opinions un petit peu divergentes, en tout cas différentes. Et pour, à l'issue de cette journée, nous présenter ce qu'on appelle une déclaration citoyenne, c'est-à-dire qu'on leur a demandé d'écrire vraiment de façon très claire ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient compris du débat et quelle était leur opinion. Voilà, donc des entretiens qui ont eu lieu donc, auprès de 20 personnes qu'on a diversifiées en termes d'âge, de CSP, d'opinion politique, d'opinion sur le nucléaire aussi. On avait des gens qui étaient a priori plutôt favorables, a priori plutôt défavorables et a priori hésitants, ce qui est souvent d'ailleurs le cas des Français, du grand public. Ils sont hésitants, ils sont plutôt pour, plutôt contre, mais avec des opinions très très molles, hein, souvent. Voilà, alors je vais essayer de courir pour vous présenter ces résultats. Qui j'espère ne seront quand même pas trop succincts. Un petit point, c'est intéressant quand même d'avoir l'opinion vraiment a priori de nos Français rencontrés sur ce qu'ils savent du nucléaire. Alors vous savez que, vous allez voir, c'est pas grand-chose. C'est beaucoup de flou et peut-être que même certains résultats vont vous étonner. La première chose, c'est qu'effectivement, concernant les acteurs, c'est extrêmement flou. On sait qu'il y a de l'EDF, on sait qu'il y a de l'Areva, on sait qu'il y a de l'État. En gros, il y a 3 acteurs et à part ça, on n'en sait pas beaucoup plus. On sait qu'il y a un gendarme du nucléaire. C'est une expression qui est dans le langage courant. Hein. Il y a un gendarme, on ne sait pas qui c'est, hein. On ne sait pas ce qu'il fait. On va voir après quand on leur explique un petit peu ce qu'ils en pensent. Mais voilà, en gros, il y a ces trois instances. Il y a EDF, donc, qui est bien sûr l'acteur incontournable. Alors, vous êtes tous naturellement très au courant, mais vous savez que pour le grand public, EDF et les centrales, ce n'est pas si évident que ça. C'est-à-dire, est-ce que EDF soit producteur? Ça n'est pas si évident. C'est l'État sans doute, avec EDF sans doute. Mais c'est peut-être même Areva après tout, hein, on ne sait pas très bien. On se dit qu'EDF est peut-être distributeur et producteur. Enfin, tout ça est très très flou, vous savez. Hein, dans l'opinion des Français, tout ça est très flou. Il y a une chose qui n'est pas floue du tout, c'est en tout cas la confiance qu'on a en EDF. Ça, c'est un point très fort. C'est bon, on ne sait pas très bien ce qu'ils font, mais en tout cas, apparemment, ils le font bien. C'est-à-dire qu'on est extrêmement confiant sur EDF. Il y a juste petit point de défiance. Alors, ça tombe bien parce que c'est l'actualité. C'est qu'on nous parle de... Il y a quand même un truc bizarre, c'est les intrusions dans les centrales. Alors, l'étude, là, ce que je vous me présente là, ça a été écrit il y a 15 jours. Donc, c'était en plus avant ce qui s'est passé avant-hier. Donc, ça, c'est un point qui est troublant pour l'opinion publique, c'est le fait qu'on puisse entrer dans les centrales. C'est quelque chose qui étonne et qui inquiète quand même assez lourdement. Areva, on ne sait pas très bien ce qu'il fait, on se dit qu'ils sont peut-être constructeurs, ils sont peut-être également exploitants, on ne sait pas très bien. L'image est extrêmement floue. En gros, c'est une grosse boîte française, donc il doit être
Apparemment, c'est une bonne boîte qui inspire confiance aussi. Mais alors, concrètement, ce qu'ils font, c'est pas su du tout. L'État, alors l'État, c'est sûr que lui, on se dit qu'il est partout. L'État doit être à l'origine, sans doute, de la décision, et il doit être sans doute dans le fonctionnement aussi. Vous voyez qu'en gros, dans le fonctionnement des centrales, on se dit qu'il y a l'État et puis qu'il y a sans doute EDF, quoi. Mais tout ça, je vous assure, hein, est vraiment flou. Mais à nouveau, ce qui n'est pas flou, c'est la confiance. Et ça, c'est un point extrêmement fort parce que c'est un point qui est structurant de l'opinion qu'ont les Français ensuite sur le nucléaire. Et je vais y venir, bien sûr, tout à l'heure. Donc ce fameux gendarme. Alors là, un point qui est effectivement intéressant parce que je vais y revenir plusieurs fois. Ce fameux gendarme, donc qui n'est pas identifié comme la SN, hein, les Français ne savent pas qui est la SN, mais on sait qu'il y a un gendarme, et surtout ce qui est important, c'est qu'on imagine que c'est un machin, comme disait De Gaulle, c'est un gros truc, peut-être même supranational, un truc comme l'ONU, quoi, en gros. Donc c'est quelque chose au-dessus de l'État, c'est ce qu'on imagine. Et vous allez voir que ce n'est pas sans incidence sur la perception ensuite qu'ils vont avoir concrètement quand on va leur présenter ce qu'est la SN. Ça va générer un certain flou, voire quelques suspicions. J'y reviendrai tout à l'heure parce que c'est un point qui est important. Alors, autre point également qui paraît anodin comme ça, c'est que le travail dans les centrales, quand on essaie de leur demander aux Français « mais qu'est-ce que vous imaginez qu'on y fait dans les centrales et qui y bosse là-dedans ?» Alors, on ne sait bien sûr rien du tout. Ce qu'on imagine, c'est que c'est évidemment très technique, que c'est très centré sur la sécurité. Et surtout, ça c'est un point qui, moi, je pense qui est important, c'est qu'on imagine qu'il n'y a pas grand monde aussi. Et bien sûr, c'est étayé, plus ou moins étayé par deux faits. Le problème même des intrusions, c'est-à-dire que, enfin, si on s'introduit dans les centrales, c'est qu'en fait, il n'y a pas grand monde, quoi. Mais ils sont combien à bosser là-dedans? Il y a une vraie question, hein. Et c'est aussi un point important pour vous, c'est-à-dire que quand EDF va mettre ensuite comme argument dans le nucléaire en général et la prolongation en particulier, le fait que ça génère beaucoup d'emplois, ce n'est pas si évident pour l'opinion publique. Parce que justement, on a l'impression que c'est une industrie qui est peu pourvoyeuse de main-d'œuvre. Il y a des ingénieurs, certes, mais à part ça, on ne sait pas très très bien s'il y a tant de gens qui bossent dans le nucléaire. Et puis, juste un petit point donc, sur la sécurité. Bon, confiance a priori bonne, tout ça, c'est bien sûr a priori. Hein. Les gens, là, c'est juste leur opinion, sans qu'on leur donne d'informations. Hein. On se dit que, bon, il y a bien sûr une confiance dans les différents acteurs. Confiance qui est bien sûr, et on nous recite, et ça, pour l'opinion, c'est important quand même, Tchernobyl et Fukushima, ça a changé quelques points, vous allez voir lesquels ça a changé, mais en tout cas, le mensonge ancien de Tchernobyl, je vous assure qu'on nous le répète sans arrêt. Ça, c'est quelque chose qui a marqué les esprits de plus de 40 ans. C'est bien sûr, c'est pas la jeunesse. Enfin, les plus jeunes, on va dire. Alors, un petit point là aussi sur le rapport au nucléaire. À nouveau, a priori, sans qu'on donne d'informations, on va voir que ce rapport au nucléaire va en fait conditionner l'opinion des Français sur la prolongation. Je vais très vite, mais c'est ce que je vais vous démontrer. En gros, on a 4 profils qu'on a appelés les confiants, les résignés, les réalistes et les opposés. Et justement, ils vont se partager ensuite sur leur opinion par rapport à la prolongation a priori et a posteriori. En gros, pour aller vite, on a les 3 premiers profils qui sont des pragmatiques, des Français pragmatiques, qui pèsent le pour et le contre, qui pèsent bénéfices et risques. C'est ça. Et après, plus on voit moins de bénéfices et plus on se décale vers la droite. Les confiants, eux, effectivement, ils ont fait une balance coût-bénéfice, ils se disent que c'est très bien comme ça. Les résignés, parce que bien sûr, les Français en général ne sont pas enthousiastes. Ils sont souvent résignés, un peu fatalistes. Mais les résignés, c'est ceux qui effectivement considèrent que c'est une énergie pas chère, c'est pas trop polluant, et puis de toute façon, il n'y a rien d'autre. Donc c'est pour ça qu'ils sont résignés, c'est qu'en fait, ils n'imaginent pas d'autres solutions. Les réalistes, qu'on a divisés en 2 sous-parties, c'est important parce qu'il y a une cassure qui se fait, et la cassure, c'est Fukushima, justement. Nos réalistes à gauche sont des réalistes qu'on a appelés raisonnables, c'est-à-dire que bon, ils se rendent bien compte que ça marche bien, qu'il n'y a pas forcément beaucoup de solutions, mais qu'on aimerait bien pouvoir en trouver d'autres. Et puis on a des réalistes anxieux, on les appelait anxieux, parce que eux vraiment, ils ont un rapport au risque, et c'est ce qui va les cristalliser vraiment, amplifié et exacerbé par Fukushima. C'est là que Fukushima a fait mal. C'est sur ce profil de Français qui se disent attention, c'est quand même, il faudrait peut-être arrêter. Et donc du coup, qui se disent ok, on n'est pas défavorable, mais on aimerait bien pouvoir trouver d'autres solutions. Et puis on a nos opposés,
qui sont opposés. Bon, attention, dans notre panel de Français, on n'avait pas de militants. Hein, on avait des Français lambda, hein, donc ils peuvent être simplement opposés. Et on verra justement que ces opposés, quand on leur présente des arguments, et c'est comme important dans cette étude, c'est quand on leur présente des arguments étayés, ils peuvent bouger. Et c'est ceux-là qui vont justement bouger et devenir pas si défavorables que ça à la prolongation. Mais j'y reviendrai. Alors, un petit point bien sûr sur la durée de vie des centrales. Bon, c'est un débat qui est pas très connu. Ce qui est quand même important, c'est que les Français se font une petite idée de, en gros, quand est-ce que ça a été construit tout ça. On se dit que voilà, c'est entre les années 60 et 80, donc il y a un peu d'opinion là-dessus. On imagine aussi, c'est pas aberrant de se dire que les centrales ont une durée de vie qu'on peut se dire, oui, peut-être 30, 50 ans. Bon, voilà. En tout cas, elles sont assez peu imaginées éternelles. Hein, ça, pour les Français, ça va relativement de soi. Et bien sûr, l'intention de la prolonger, elle n'est pas forcément connue. C'est un débat qui ne fait pas... Enfin, c'est pas un débat dans l'opinion publique. Donc, en tout cas, c'est quelque chose qui peut aller de soi. Ce qui fait que quand on leur demande un peu, là aussi a priori, hein, sans qu'on leur présente d'arguments, est-ce que c'est une bonne chose de les prolonger? On se dit que... comparé bien sûr à d'autres biens de consommation durable, c'est des installations qui s'usent sans doute un peu et donc ont besoin de rénovation, et que si elles ont une durée de vie qui était initialement prévue, ça doit être sans doute un principe de précaution. Donc c'est pas quelque chose d'aberrant, le fait même que les centrales aient une durée de vie et qu'on ait envie de les prolonger. Il y a quelques petites réserves bien sûr sur l'usure qui nous sont citées, mais ces réserves vous allez voir comment elles vont évoluer. Alors, bon, on a présenté un texte, je pense que je vais pouvoir passer là-dessus, pour arriver quand même justement au cœur du sujet. Et là, c'est l'opinion de nos Français interrogés avant le comité citoyen, donc avant qu'ils soient exposés à des arguments un peu étayés d'experts. Vous voyez que ça se partage là aussi. On retrouve nos 4 profils, et nos 4 profils vont avoir 4 opinions sur le débat. On a nos confiants, bon, qui restent confiants, qui sont favorables. Ils sont favorables au nucléaire, donc ils sont favorables à la prolongation. On a nos résignés qui, quand ils réfléchissent un peu à ce qu'ils savent, se disent il n'y a pas de solution, en tout cas, il n'y a pas d'autre solution au prix actuel. C'est-à-dire qu'on sait qu'on a une énergie qui n'est pas très chère, on ne voit pas très bien comment on pourrait faire autrement. Donc, OK, prolongeons. Nos réalistes raisonnables se disent oui, après tout, pourquoi pas prolonger, mais ce serait bien justement de prolonger, ce serait l'occasion de commencer à travailler à un mix vers justement un mix énergétique vers davantage d'ENR. On a nos réalistes anxieux qui, eux, justement, compte tenu de leur relation au risque, se disent OK, prolongeons, mais prolongeons pour aller vers une transition énergétique et surtout vers une transition sans nucléaire. Et puis nos opposés qui nous disent non, déjà moi je suis de toute façon opposé au nucléaire, donc je suis contre la prolongation. Voilà l'état des lieux de l'opinion à froid, sans qu'il soit informé plus que ça, et sans qu'il soit vraiment au courant d'arguments un peu plus étayés. On va voir comment ça bouge aussi, comment tout ça bouge quand on leur présente quelques arguments. Je passe sur tout ça. Je passe également sur ça, et du coup, petit point, à l'issue de nos entretiens individuels, il y avait quand même quelques questions qui demeuraient, et on va voir que c'est des questions qui sont un peu un leitmotiv et qui demeurent. L'opinion publique attend un certain nombre d'informations, et notamment sur 3 points. Sur la sûreté des centrales, qui est vraiment une condition sine qua non à l'acceptation de la prolongation. On va voir justement quels sont les arguments qui peuvent porter, et on va voir que là, justement, les arguments présentés par l'ASN, entre autres, ont vraiment fait mouche. On veut aussi des informations sur les alternatives au nucléaire, et on veut bien sûr des informations sur les déchets nucléaires. Ça, c'est un point, bien sûr, qui va pas mal cristalliser le débat. Oui, juste, je vais vite, mais on a profité aussi, avant de venir au comité citoyen, pour tester un certain nombre de points de vocabulaire. Bon, moi, je suis un pur littéraire, hein, donc ça m'intéresse bien, et je pense que ça peut vous intéresser aussi, parce que c'est des points de vocabulaire, vous allez voir, qui conditionnent aussi le débat. Premier point évident, quand on demande aux Français est-ce que vous faites une différence entre sécurité et sûreté, niet. Mais alors, rien, ça ne parle pas au grand public, cette différence. Ils essaient en se tordant l'esprit de trouver des différences, mais en fait, ils n'en font pas. Bon, donc, ce n'est pas la peine d'essayer de pointer des arguments là-dessus, ça ne sert à rien.
On a testé ensuite 3 termes qui étaient durée de fonctionnement, durée d'exploitation, durée de vie. Alors là, c'est assez intéressant parce qu'on voit que durée de fonctionnement, c'est un terme qui est trop générique. En gros, une machine à laver, c'est une durée de fonctionnement. Un fer à repasser aussi. Une centrale, quand même, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est pas trop adapté. Durée d'exploitation, là, ça devient plus pertinent parce qu'on se dit que l'exploitation, ça fait quand même plus industriel. Et donc, du coup, oui, ça peut avoir du sens. En revanche, et ça, c'est un enseignement fort, durée de vie, non. Parce que durée de vie, ça veut dire durée de mort. Enfin, ça veut dire mort. C'est dans l'esprit du grand public, quand on dit durée de vie, ça justement, ça sous-entend la mort. Donc, c'est un terme qui est implicitement négatif, alors que prolongation de l'exploitation, c'est quelque chose qui est nettement plus intéressant pour le grand public. Rénovation, c'est aussi un terme intéressant. C'est-à-dire qu'on comprend que dans rénovation, il y a une idée d'amélioration en profondeur, à la fois de modernisation et de mise aux normes. Donc, rénovation de centrale, ça parle en fait. Ça veut dire vraiment quelque chose qui est en tout cas plus intéressant que la simple prolongation. Prolongation, en plus, bon, prolongation au foot, ça existe, quoi. La prolongation, c'est juste, on continue, quoi. Mais on ne fait rien, on continue simplement. Donc la prolongation, en soi, ce n'est pas forcément un terme positif dans l'esprit du grand public. Donc je tenais à vous redire aussi ces petits points, parce que je pense que ça peut avoir de l'intérêt dans ce débat. Alors venons-en un peu au cœur de notre dispositif, qui était ce comité citoyen, au cours duquel nos Français ont été exposés à des arguments. Ce qui est important de voir, c'est qu'on leur a redemandé également où est-ce qu'ils en étaient après avoir lu des documents chez eux, où est-ce qu'ils en étaient de leur opinion sur la prolongation. On voit que les interrogations, elles restent les mêmes, mais que surtout, ils ont découvert des choses qu'ils ne savaient pas. Ils ont découvert qu'il y avait un temps de démantèlement des centrales qui était très long. Et ça les inquiète. Quand même. Ils se disent, oh, tout ce temps, mais on n'imaginait pas. Ils ont découvert des informations qu'on leur a données, sur la fragilité des cuves. Alors ça, bien sûr, les Français ne se penchent pas tous les jours sur les cuves des centrales, donc ils n'en avaient aucune idée, a priori. Et là, ils découvrent ça, ils se disent « Oh là, mon Dieu, mais c'est un peu dangereux tout ça ». Ils découvrent, ou en tout cas, ils ont l'impression qu'il y a des discours divergents de l'ASN sur la sûreté des cuves. Là aussi, ils découvrent des choses. Ils découvrent également une relative inertie d'EDF et des pouvoirs publics. Donc, vous voyez, c'est un point important, c'est quand on commence à donner des informations un peu précises aux Français, attention, ils se disent « Oh là, il y a des choses que je ne savais pas et qui m'inquiètent un peu ». Alors, si je passe rapidement sur les 3 interventions des experts, alors on a eu un expert d'ONG, une ONG connue, que je ne citerai pas, mais qui est connue. Alors, ce président d'ONG a eu 2 arguments importants et qui ont vraiment touché le grand public. Il a parlé de terroir nucléaire, en expliquant que, vous savez, chaque centrale est différente, elle est dans un milieu, dans un environnement différent, et donc, du coup, on ne peut pas parler des centrales en général, mais il faut parler de chaque centrale. Ça, c'est un argument qui a fait mouche. Vraiment, le grand public s'est dit « Ah, oui, c'est vrai que c'est intéressant ». Et puis, il se trouve que ce président d'ONG a refusé de nous présenter, de leur présenter des alternatives, justement, un peu concrètes au nucléaire. Et du coup, ça a frustré nos Français. Et sans doute, bien sûr, que ça a joué sur les conclusions que je vais vous livrer tout à l'heure. L'intervention de l'ASN a été très forte. Je ne sais pas si la personne est ici, mais vraiment, il a vraiment lui aussi fait mouche, puisqu'il a présenté 3 arguments qui, auprès du grand public, ont été des vrais leviers de réassurance. Ça a vraiment rassuré les Français. Ces 3 arguments, c'est 1, la régularité des contrôles. En fait, les gens ne s'imaginent pas, bien sûr, qu'il y ait des contrôles réguliers. Et surtout, il y avait un point important, c'est quand on leur parle d'une prolongation de 10 ans, les gens s'imaginent que l'ASN va donner l'autorisation, et puis après, l'ASN rentre chez elle, et puis elle attend 10 ans. C'est ce qu'imaginent les Français. Donc quand ils découvrent en fait qu'il y a des contrôles réguliers, ça rassure. 2e point hyper important, c'est les Français découvrent le pouvoir de l'ASN. Alors le pouvoir de fermeture de centrale, ça les fait quand même tomber de leur chaise. C'est-à-dire que cette autorité, mais elle a du coup une vraie autorité, c'est qu'elle peut fermer. Et ça, les Français ne le savaient pas. Et puis 3e point, ils découvrent aussi le devoir d'information des exploitants envers l'ASN et justement sa présence sur le terrain. Donc là aussi, c'est vraiment 3 arguments qui sont très, très rassurants. Mais bien sûr, 2 bémols quand même qui sont importants parce que ça va quand même nourrir un peu le débat, c'est qu'il y a quelques points de suspicion, c'est que les Français découvrent le mode de nomination de l'ASN. Alors rappelez-vous ce que je vous ai dit que les Français s'imaginaient que l'ASN c'était un machin façon ONU.
Là, ils découvrent que c'est des gens nommés par le président du Sénat, de l'Assemblée nationale, et là, du coup, ça jette un trouble, puisqu'on nous parle justement du pouvoir de l'ASN, mais le pouvoir, en fait, de l'ASN, c'est une autorité qui est nommée par le pouvoir. Donc, vous voyez, il y a un raisonnement un peu logistique, on se dit, ils ont du pouvoir, mais c'est un pouvoir qui vient du pouvoir, donc est-ce qu'ils en ont tant que ça? Je vous le dis un peu vite comme ça, mais c'est un point vraiment de débat. Et puis, ils ont découvert aussi des informations données par l'ASN sur la sous-traitance. Et là aussi, ça jette un certain trouble, parce qu'on se dit, oula, c'est un petit peu inquiétant. Donc, vous voyez, gros point positif, mais également petit point de suspicion. Le discours d'EDF a été lui aussi très rassurant sur 2 points. Le premier, c'est qu'ils ont découvert, les Français ont découvert l'obsession de sécurité d'EDF. Ça a été vraiment très très bien argumenté. Donc ça, c'est quelque chose qui effectivement rassure beaucoup. Et également rassure, là bien sûr, ça a rassuré les plus convaincus, mais c'est toujours bien de se rassurer, même si on est déjà un peu convaincu, c'est l'argument économique sur la solution, bien sûr, la plus économique, plutôt que de construire de nouvelles centrales. Et puis, un argument que les Français ne connaissaient pas du tout, c'est l'énergie qui est peu sensible au prix de la matière première. Ça a été bien argumenté par l'expert EDF. Et ça, c'est un point, là, je vous dis encore, ça bien sûr, ça conforte les convaincus. Mais c'est toujours utile quand même, parce que vous savez, les Français, ils ont très peu de conviction sur le nucléaire. Ils ont juste des opinions un peu molles. Donc tout ce qui peut justement leur apporter des éléments un peu justement les aidant à se faire une opinion un peu convaincue, c'est toujours bienvenu. Bon, quelques points éventuellement d'attente sur le discours d'EDF qui n'a pas forcément été très convaincant sur l'après, sur des solutions un peu concrètes sur l'après-nucléaire, et puis également sur le stockage des déchets. Ça reste, de toute façon, même après présentation des arguments d'EDF, ça reste un point qui reste quand même problématique pour l'opinion publique. Alors, du coup, j'en viens à la conclusion, c'est qu'est-ce que nos citoyens nous ont recommandé? En fait, on se rend compte qu'après exposition aux arguments, ils sont globalement favorables à la prolongation, globalement favorables, mais avec des nuances. Et justement, c'est les nuances que je vais vous exposer maintenant. En gros, les divergences, justement, elles apparaissent sur 2 points. Le premier point, c'est la rapidité souhaitée, et le deuxième point, c'est les conditions souhaitées de la prolongation, où on a d'un côté les plus favorables, qui sont majoritaires dans notre échantillon, les plus favorables qui acceptent une prolongation de 10 ans du parc, et les moins favorables qui acceptent à la réflexion une prolongation centrale par centrale. Et là, je vous dis, c'est l'argument du terroir nucléaire qui a porté, justement. Et du coup, là, vraiment, ils prennent cet argument de façon assez forte. Donc, on voit que les plus favorables ont été rassurés, c'est un point important, ils ont été rassurés par les experts, ils ont été convaincus par le discours factuel et rassurant de l'ASN et d'EDF, et bien sûr, ils ont été confortés par le discours du président de l'ONG, qui n'était pas un discours du tout radical, qui était un discours justement plutôt en demi-teinte, et donc ils ont été tout à fait rassurés. Donc, alors, là, je vous retransmets ce que les Français, les citoyens, ont écrit eux-mêmes, c'est-à-dire voici ce qu'ils déclarent à l'issue de ce comité citoyen. Donc, on a d'un côté donc, nos favorables, simplement favorables, qui sont favorables à une prolongation. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas d'alternative efficace à leurs yeux, en l'état de leur connaissance, parce que ça permet un gain financier par rapport à la construction de nouvelles centrales, et donc ça doit entraîner une moindre augmentation du prix du kilowattheure, et parce que c'est une énergie peu sensible aux variations de prix de sa matière première, parce que la sécurité leur apparaît bien prise en charge par les acteurs en présence, parce que c'est une énergie non polluante puisque décarbonée, et qui permet la conservation des emplois, voire même leur augmentation via les travaux de rénovation. Les conditions de ces plus favorables, elles sont bien sûr la recherche sur la transition énergétique, qu'elle soit amorcée dès à présent et que des preuves en soient délivrées, que la sécurité soit bien assurée via une totale indépendance de l'ASN, ça ils sont bien sûr très très importants là-dessus, avec une réaffirmation du pouvoir de fermeture de centrales de l'ASN et avec une régularité, une permanence des contrôles des centrales, et enfin à la condition que le grand public soit informé avec cette exigence de transparence. Les moins favorables sont bien sûr plus sensibles aux risques. Ils émettent des craintes sur l'usure des cuves et de l'enceinte de confinement. Ils ont des craintes qui ont été justement nourries et amplifiées par la prise en compte de la spécificité locale des centrales. Pour eux, l'indépendance de l'ASN, elle est jugée partielle.
Le recours aux sous-traitants est également une source de problèmes. Et puis, le modèle américain qu'on leur a cité en référence, alors là, c'est un point vraiment qui partage l'opinion des Français. Le modèle américain n'est pas forcément pertinent pour les Français. Les Américains ne sont pas comme nous. Enfin, ils n'ont pas les mêmes soucis de sécurité que nous. Donc, ne nous citez pas le modèle américain, ça ne nous rassure pas. Mais ils sont conscients, bien sûr, qu'un arrêt complet n'est pas possible dès maintenant, donc ce qu'on a appelé donc, nos moins favorables. Donc, ils se déclarent néanmoins favorables à la prolongation de 10 ans maximum. Cela pose vraiment une limite de 10 ans, avec, aux conditions bien sûr, d'examen des centrales au cas par cas avec des fermetures échelonnées, des gages d'une plus grande sûreté via, par exemple, des contrôles. Alors, eux, ils existent, par exemple, tous les 5 ans, plutôt que tous les 10 ans. Des preuves de cette décroissance, qu'elles soient réellement prises en œuvre par des chiffres et des échéanciers, des mesures pour faire augmenter la part des énergies renouvelables et une incitation à la consommation raisonnée. Voilà ce qu'ont émis donc, nos citoyens les moins favorables, tout en étant quand même, bien sûr, favorables. Et pour tous, qu'ils soient favorables ou moins, on voit qu'il y a des points qui posent question et qui peuvent faire basculer l'opinion dans un sens plus négatif. C'est le devenir des déchets radioactifs, c'est la qualité et la traçabilité des pièces des sous-traitants, qui a été apparemment mise en doute par le président de l'ONG, et dans une moindre mesure, la provenance de la matière première, si elle est issue de pays peu développés. Et bien sûr, les alternatives crédibles au nucléaire et leur échéancier, ça c'est bien sûr un point, là aussi c'est une condition expresse. Voilà, il me reste quelques slides de conclusion. Ce qui est important à vous rappeler, c'est vous rappeler de mes 4 profils confiants, réalistes, confiants, résignés, réalistes et défavorables. À l'issue du débat, ce qui est important de se dire, c'est que le ventre mou, c'est plutôt suite aux arguments, c'est plutôt dirigé vers une position favorable, et surtout que nos opposés, qui étaient opposés a priori, sont devenus partisans à condition, c'est-à-dire moins défavorables qu'ils ne l'étaient à l'origine. Donc c'est quand même un point là aussi qui est important. On voit que quand on informe l'opinion, elle peut bouger, et surtout elle peut bouger dans un sens plutôt favorable. Donc c'est je pense, un point qui est important à vous citer. En conclusion, rassurez-vous, il ne me reste que quelques slides. J'ai 5 points essentiels à vous délivrer. Le premier renseignement, c'est pour nous, vraiment, Ipsos, c'est un point vraiment important, c'est qu'à l'issue de cette étude, on peut vraiment se dire que la prolongation des centrales n'est pas un débat pour le grand public, mais une modalité au sein du seul débat qui compte, qui c'est celui du nucléaire, en fait. Ça, c'est pour nous vraiment un point très fort. Ça n'est pas un débat. On s'en rend compte. On s'en rend compte puisque, c'est le deuxième argument, on constate que l'acceptation finalement assez peu polémique, l'acceptation pour la prolongation, c'est justement le signe que, en fait, ça n'est pas un vrai débat, mais que vraiment le seul débat qui compte pour l'opinion publique, c'est celui du nucléaire. Troisième point, bien sûr, ça a été l'occasion de revenir un petit peu sur ce rapport des Français au nucléaire, où vraiment, le rapport des Français au nucléaire, c'est un rapport de relation au risque, simplement. C'est vraiment ça, où on a vraiment d'un côté des résignés fatalistes qui sont pragmatiques, qui pèsent le pour et le contre, et qui se positionnent là-dessus. De l'autre côté, des anxieux, simplement, qui ont un rapport au risque qui est plus cristallisé, qui est plus problématique, et donc, du coup, qui vont être simplement anxieux, et puis, des franchement opposés. Mais on voit que les positions, vraiment, se distribuent comme ça. Et on voit que ces clivages sur le nucléaire, ils se retrouvent dans leur opinion sur la prolongation, sauf qu'on constate que, finalement, les opposés au nucléaire ne sont pas opposés à la prolongation, parce que pour eux, c'est un instrument, cette prolongation. C'est un instrument de remise à plat du débat sur le nucléaire. Donc, du coup, c'est intéressant pour eux. Autre clivage, alors, j'en ai pas parlé, mais on avait testé un certain nombre d'arguments en faveur de la prolongation. Bon, pour aller très très vite, pour le nucléaire, dans le grand public, c'est toujours un peu comme ça. Les arguments ne convainquent que les convaincus. C'est clair. Mais en même temps, c'est pas rien. C'est-à-dire que c'est important de convaincre les convaincus, parce qu'ils ne le sont pas tant que ça. Donc, et là aussi, on voit que c'est un clivage essentiel. Troisième point, c'est bien sûr quelque chose qui est très important aussi à rappeler ici, c'est que l'acceptation passive, pour aller vite, des Français envers le nucléaire, elle ne tient que sur la confiance, et que sur la confiance d'EDF. Et notamment d'EDF parce que c'est l'acteur qui est identifié par le grand public. Le grand public n'identifie pas d'autres acteurs.
Donc, c'est sur EDF que se cristallise justement la confiance, d'autant qu'on sait qu'EDF peut nous donner, au quotidien, tout simplement, des preuves de cette maîtrise et de cette compétence. Donc ça, c'est vraiment très, très, très important. Et on voit que justement, la position de l'ASN est plus ambiguë à l'issue de cette étude. On constate que l'ASN, si tant est qu'on la laisse délivrer ses arguments, elle peut vraiment, vraiment bénéficier d'un énorme capital de confiance, parce qu'on se rend compte qu'il y a une vraie compétence, et du coup que c'est une instance qui inspire confiance. Sauf que, et je tiens à le rappeler, quand les Français découvrent le mode de nomination, ils sont suspicieux. Donc c'est un point à avoir aussi en tête. C'est que là, il y a un point que nos participants ont rencontré, sur lequel ils ont été quand même interrogatifs, et je pense qu'il était important pour moi de vous le rappeler. Quatrième point, on voit que la problématique de prolongation, si elle n'est pas un débat, en fait, c'est un vrai atout pour le grand public, puisque c'est pour eux, pour les Français, l'occasion de pouvoir reprendre la main sur un débat sur lequel, justement, ils ne l'ont jamais eu. Donc c'est, du coup, un point vraiment important. Et on a vu que les Français qu'on a rencontrés, nous, ont été hyper intéressés au final. Alors que vraiment, je peux vous dire qu'on avait du français lambda, absolument pas technicien, et qui, a priori, mais vraiment, aurait fui le débat. Mais quand on leur donne des vrais arguments pour se positionner en tant que citoyen, les Français sont intéressés, vraiment. Et du coup, ils attendent, à l'issue de tout ça, ils attendent une attitude participative dans le cadre du débat sur le nucléaire. Et puis, bien sûr, dernier renseignement, c'est qu'on voit que il y a un consensus dans le grand public pour un mix énergétique moins déséquilibré. Et là, vraiment, je vous dis, pour les Français, c'est du bon sens populaire. Ne pas mettre tous les œufs dans le même panier. Enfin, ça, tous les Français peuvent nous dire ça très, très bêtement, très, très naïvement. Donc, le principe d'un mix plus équilibré, c'est normal pour les Français. Mais dans ce mix plus équilibré, bien sûr, sous condition, le nucléaire peut avoir sa part.